Dans ce cours, nous allons parler de la relation entre la courbure de Gauss d'une surface et le phénomène effectif d'attraction ou de répulsion entre des géodésiques voisines sur la surface. Donc ce chapitre fait partie du cours de physique et mathématiques et précisément du chapitre Loi de la mécanique classique d'après Hamilton et du paragraphe 19.332. Alors voilà, là c'est un chapitre qui n'est pas extrêmement précis, où il s'agit juste de mentionner un phénomène important. Et sans démonstration, les démonstrations seront dans un chapitre ultérieur. On considère ici une surface S inclue dans l'espace euclidien R3, comme cette surface ici représentée en noir, dans l'espace R3. Et sur cette surface, on considère une géodésique gamma paramétrée par le paramètre T, on peut imaginer le temps, et on suppose que ce paramètre correspond à la longueur parcourue le long de la géodésique. Voici la géodésique gamma représentée ici en bleu. Et ensuite, on considère une géodésique voisine appelée gamma 2. Alors, voisine signifie que à un instant donné, eh bien, un point sur gamma 2 est proche d'un point de gamma et la direction, donc le vecteur vitesse sur gamma 2 est aussi proche du vecteur vitesse sur gamma. Donc les deux géodésiques, on les suppose proches et aussi de vecteur vitesse proche. Autrement dit, plus précisément, à l'instant initial, on est parti de position et de vitesse très voisines. Et on va noter x de t, le nombre réel, qui mesure la distance de la géodésique gamma 2 d'un point gamma de t donné. Donc sur ce schéma, x de t, c'est la longueur ici du segment rouge entre un point gamma de t de la géodésique gamma vers la géodésique gamma 2. Précisément, on pourrait le mesurer, par exemple, en prenant un point gamma de t donné, donc pour un paramètre t donné, et on prend la géodésique orthogonale qui part du point gamma de t et dont la direction est orthogonale au vecteur vitesse de la géodésique gamma. Et on mesure la longueur qu'il faut, x de t, sur cette géodésique rouge pour intersecter la deuxième géodésique gamma 2. Voici ici un autre exemple sur cette figure d'une surface de courbure négative. Vous avez une géodésique gamma de référence et envers une géodésique gamma 2 très proche. Et bien pour un paramètre t donné, un point gamma de t, on mesure la distance x de t qui sépare les deux géodésiques. Et on va s'intéresser, lorsque le paramètre t varie, comment x de t se comporte. Donc sur cet exemple, vous voyez que x de t croît avec le temps, alors que sur la surface à courbure positive, x de t croît puis ensuite décroît. Il oscille, il semble osciller. Voilà, donc voici un résultat précis. On suppose qu'à l'instant t égale 0, x de 0 est très petit devant 1, et dx sur dt est aussi très petit devant 1. Ça veut dire que à l'instant 0, les deux géodésiques sont très proches sur la surface et de direction très proche, de vecteur vitesse très proche. Alors, on peut montrer qu'au premier ordre, en x de t, eh bien, le comportement de x de t est gouverné par cette équation du deuxième ordre en temps. La dérivée seconde de x est égale à moins k de t. Voilà, donc la dérivée seconde d2x sur dt2, c'est moins k, la courbure de Gauss, au point x de t, donc au point gamma 2 de t, fois x de t, la distance entre gamma et gamma 2. Une remarque, c'est que ici on fait intervenir, vous voyez, la courbe de Gauss en ce point-là, sur la courbe gamma 2, on aurait pu de façon équivalente faire intervenir la courbure de Gauss plutôt sur la géodésique de référence. Car au premier ordre, les points sont tellement proches que ces deux courbures sont égales au premier ordre. Ainsi, le comportement de la distance, x de t, est gouverné par cette équation différentielle ordinaire du deuxième ordre, en temps, et cette équation
elle ressemble vraiment à une équation de Newton. L'accélération, alors la masse est égale à 1, mais l'accélération c'est égal à une force au point donné, où l'on est, donc une force effective qui serait égale à moins la courbure de Gauss, k de x, fois la distance x. Et on remarque que cette force, c'est un peu comme une force de rappel d'un ressort. Cette force est donc attractive si la courbure est positive, car en effet, en se déplaçant quand x est positif, la force ramène vers la trajectoire de référence, la force est négative quand x est positif, si k est positif, et au contraire, la force est répulsive si la courbure de Gauss est négative. C'est un peu ce que l'on avait observé expérimentalement en considérant des géodésiques sur des surfaces. Vous voyez, sur une surface à courbure positive, eh bien, une géodésique voisine aura tendance à revenir vers la géodésique de référence, comme si elle était attirée. Et sur une surface à courbure négative, une géodésique voisine aura tendance à s'écarter d'une géodésique de référence, comme si elle était repoussée. Voilà, en cliquant ici, vous pouvez voir une expérience de géodésique sur une surface que l'on effectue sans calcul, mais juste en mettant des bouts de scotch sur une surface. Alors voici l'expérience en direct. Lorsque on pose le scotch dans cette zone de courbure positive, vous avez ici une géodésique de référence qui est périodique, et l'autre géodésique voisine qu'on est en train de placer, vous voyez, oscille de part et d'autre de la géodésique de référence. Et au contraire, dans la zone de courbure négative, eh bien, on voit que on a placé une géodésique de référence dans le creux, ici, et une géodésique voisine s'en écarte exponentiellement vite. Et en effet, on peut le vérifier en résolvant l'équation différentielle dans le cas du vase, car sur la bosse du vase qu'on vient de montrer, la courbure était positive et constante, car on avait à faire une surface de révolution. Donc on va supposer que cette courbure est égale à k0, qui est positive et constante. Et donc l'équation de mouvement de Newton, ci-dessus, c'est dérivée seconde de x égale moins k0x. Et la solution vraiment est simple, c'est que x de t, c'est tout simplement une amplitude a fois sinus de oméga t plus phi. Lorsque vous dérivez deux fois cette expression par rapport à t, il sort oméga carré, et donc oméga carré, pour vérifier cette équation, doit être égal à k0. Donc la fréquence, donc autrement dit les périodes des oscillations est donnée par la courbure. Plus précisément, c'est oméga carré qui est donné par la courbure, et les amplitudes a et phi, le déphasage, est donné par les conditions initiales de départ de la géodésique voisine. Et de la même façon, dans la partie de courbure négative du vase, dans l'expérience, comme on avait à faire une surface de révolution, la courbure était négative et constante. L'équation donc ici est égale à voilà, j'ai corrigé. Donc l'équation est toujours la même, mais maintenant moins k0 est positif, et donc la solution de cette équation fait intervenir non pas un sinus, mais un sinus hyperbolique, et donc des exponentielles. On voit ainsi que la distance x de t se comporte, augmente de façon exponentielle avec le temps, comme sur l'expérience. Voilà une remarque d'ordre physique. On vient d'observer donc que, d'après sur ces deux figures, et le résultat qu'on vient de discuter, on vient d'observer qu'une particule libre, donc suivant une géodésique sur une surface à courbure variable, donc par exemple cet exemple, une surface à courbure positive ou une surface à courbure négative, eh bien elle se comporte comme une particule soumise à une force effective sur une surface plate. Si par exemple ici on ne voyait pas que la surface était à courbure positive et on imaginait qu'elle était plate, mais on dirait que la trajectoire verte n'est pas une géodésique. Au contraire, c'est une trajectoire
qui est soumise à une force attractive de la part de la trajectoire bleue. Et là, ce serait sur une surface plate, une trajectoire soumise à une force répulsive. C'est ce qu'on vient de discuter. Et bien, ce résultat mathématique correspond au fait historique que, dans l'histoire des sciences, en 1685, Newton a montré que la Terre tourne autour du Soleil et est gouvernée par des lois de mouvement. Donc, dans la théorie de Newton, la Terre évolue dans un espace plat, un espace euclidien, mais pour expliquer son mouvement de rotation autour du Soleil, il a invoqué une force attractive. Et plus tard, pour expliquer ce même phénomène, que la Terre tourne autour du Soleil, eh bien Einstein a complètement changé la description mathématique. Il a au contraire dit que la Terre suivait un mouvement libre, autrement dit une géodésique dans l'espace-temps, mais que l'espace-temps n'est plus un espace plat, ce n'est plus une variété plate, mais un espace courbé. Et la courbure est déterminée par la présence du Soleil. Voilà, donc la théorie de Newton correspond vraiment à ce schéma ici de mouvement de géodésique. La Terre, comme toutes les planètes, comme tous les objets dans l'espace, suivent des géodésiques, donc suivent des mouvements libres dans un espace courbé par la présence des soleils, des étoiles elles-mêmes. Ces deux descriptions, en physique, ces deux descriptions sont différentes, mais elles sont équivalentes au premier ordre, lorsque la courbure est très faible, et c'est pourquoi, historiquement, la théorie de Newton, qui est moins précise, mais au premier ordre, c'est valable, a été découverte en premier. Et fait aussi que lorsque les phénomènes relativistes sont négligeables, eh bien on utilise toujours la théorie de Newton qui est plus simple. Voilà, la conclusion de cette analyse, c'est de montrer que lorsque la courbure est négative, donc c'est la deuxième expérience ici, eh bien lorsqu'on a une géodésique de référence, si on considère un point voisin, donc une condition initiale très voisine, partant d'une position très voisine et une direction aussi très proche, eh bien la géodésique gamma 2 va s'écarter exponentiellement vite de la géodésique de référence. Autrement dit, dans le futur, le système dynamique va avoir un comportement notablement différent si on change un tout petit peu les conditions initiales. Les écarts s'amplifient de façon exponentielle et en physique, c'est ce qu'on appelle le phénomène de sensibilité aux conditions initiales, qui fait que par conséquent, lorsqu'on regarde une trajectoire, comme ici une géodésique gamma, son comportement est d'apparence aléatoire et imprévisible. Pourquoi ? Parce que, donc on va expliquer ça dans la suite, c'est parce que si jamais on changeait un petit peu les conditions initiales, le comportement serait différent. Et ça a comme conséquence que le comportement individuel de chaque trajectoire, de chaque géodésique, apparaît comme aléatoire et imprévisible. C'est ce qu'on appelle le phénomène de chaos déterministe. Chaos veut dire confusion, aléatoire, imprévisibilité, et déterministe vient du fait que ici, le comportement des géodésiques est complètement déterminé par les conditions initiales. Et il n'y a pas d'aléatoire dans le phénomène. Historiquement, au XIXe siècle, Hadamard a initié cette théorie du chaos, donc du comportement chaotique des trajectoires géodésiques, en considérant des surfaces à courbure négative constantes, ce qu'on appelle les surfaces hyperboliques. Ensuite, en dimension quelconque, et pour des courbures négatives variables, pas forcément constantes, c'est Anosov, dans les années 60, qui a établi ce résultat de sensibilité aux conditions initiales. Il a montré que le flot géodésique sur des variétés, sur des surfaces ou plus généralement des variétés de dimension quelconque à courbure sectionnelle négative, eh bien, peut s'étudier et a un comportement de sensibilité aux conditions initiales. C'est ce qu'on appelle précisément les flots, les champs de vecteurs et les flots Anosov. Et donc cela constitue un modèle privilégié pour l'étude du chaos. Une dernière remarque, c'est qu'on vient de montrer, ou en tout cas de mentionner le fait que la dynamique géodésique est chaotique lorsque la courbure est négative. Dans le cas de courbure positive, cela ne signifie pas que la dynamique est très simple. On a vu qu'elle était simple dans l'exemple du vase au voisinage d'une trajectoire périodique, mais en général, ce n'est pas forcément simple et c'est même encore beaucoup plus compliqué qu'en courbure négative.
Alors là, on ne va pas détailler, mais il apparaît des zones avec du chaos, des zones sans chaos, etc. Il y a un mélange très compliqué et encore mal compris en mathématiques du comportement des géodésiques. Et ça donne lieu à beaucoup de recherches dans le domaine qu'on appelle théorie des systèmes dynamiques.